Bonjour. Aujourd'hui, on continue notre série Voir les électrons. Après l'épisode 4 où nous avions comparé le Laplacien, c'est-à-dire les zones de concentration et de dépression sur la densité pour trois molécules diatomiques, N2, O2 et F2, nous allons consacrer cet épisode-là uniquement à la série des halogènes. Et en fait, donc, on va reprendre F2 et on va comparer avec Cl2 et Br2. Donc là, cette fois-ci, il s'agit de la même famille de composés chimiques, avec une réactivité similaire. Qu'est-ce que l'on va pouvoir observer sur la zone de valence, sur le Laplacien et sur le potentiel électrostatique? Et ça va nous permettre après de discuter d'une liaison que peut-être vous ne connaissez pas, qui s'appelle la liaison halogène. C'est parti. Donc, l'épisode précédent, nous avions terminé sur une comparaison de l'énergie de liaison et des formes du Laplacien pour N2, où on avait vu qu'il y avait une forte quantité de densité électronique au niveau du point critique de liaison, avec ici une zone de concentration pour la liaison qui était étendue, qui revenait presque sur les noyaux, comparé à O2, où on voit juste deux zones de triangle, et au niveau du point critique de liaison, on a une zone assez fine, voire F2, où en fait il n'y a pas vraiment de concentration de densité électronique à la zone de liaison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'électrons, ça veut dire que finalement il y en a moins que prévu. Et ça correspondait à D3, la liaison la plus faible. Et ça correspondait aussi aux valeurs d'énergie de dissociation de liaison que nous avions trouvées dans les tables, où clairement la liaison F2 était beaucoup plus faible que O2 et que N2. Très bien. Et bien maintenant, on va aussi travailler sur le potentiel électrostatique. Donc on avait vu pour N2 que le vert prédominait partout, ce sont trois molécules neutres, et que la zone, on va dire, où il y avait une très légère concentration, c'était en fait les deux doublés à l'extérieur. Là ici, les doublés sont plutôt à 120 degrés et forment comme une petite bouée toujours vers l'extérieur, alors que là, en fait, les trois doublés du fluor sont plutôt ici, forment toute une bouée à ce niveau-là, et on voit apparaître une zone cette fois-ci en bleu, vert, un très léger delta plus, à l'opposé de la liaison sigma. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe pour le dichlore et le dibrom. Alors, pour Cl2, donc pour Cl2, on a quelque chose qui va ressembler un peu plus à O2. D'accord? Donc là ici, je vous l'affiche de suite. Hop là, c'était pas dans ce sens-là. Voilà. Je vous l'affiche de suite. Donc là ici, pour Cl2, d'accord, on a quelque chose qui ressemble finalement quelque chose un peu comme O2, où on voit deux concentrations plutôt là, pas tout à fait à 120 degrés, mais on a un peu de densité ici, mais moins que sur les bords, mais on a quelque chose ici au centre. On a une concentration de densité électronique très fine, mais équivalent à 0,16. Euh, donc quelque part, le Laplacien, là, on aurait pu penser que ça ressemblait un peu plus à O2. Alors, petit détail, hein, vu qu'on passe de F2 à Cl2, il y a maintenant deux couches d'électrons de cœur. Donc ici, on a en fait une toute petite zone de concentration, une zone de dépression, une zone de concentration, une zone de dépression. D'accord? Donc ici, il y a les 1S, là, il y a les 2S et les 2P concentrés, où on va dire que les maximums de présence sont ici. D'accord? Donc les 2S et les 2P, il y en a aussi un peu là. Mais ils se concentrent principalement, enfin, oui, principalement ici. Tout comme ici, hein, je vous rappelle, ça c'est la concentration de la zone de valence, c'est-à-dire que là, dans ces pointillés, il y a moins d'électrons prévus, il y en a quand même. Il y a de la densité, et en fait, il y a une densité de plus en plus faible, mais jusqu'à très loin au-dessus. D'accord? Mais en fait, cette partie de la densité, ça va plutôt être responsable d'interactions à très longue distance, d'interactions faibles, euh, d'accord, de type Van der Waals. Bien. À partir de là, essayez entre ce que vous avez pu voir pour le F2 et ce potentiel-là, comment vous pourriez décrire, dessiner
le potentiel électrostatique. Donc le potentiel électrostatique du ion chlore, pas des ions chlore, mais de la molécule de Cl2, nous sera utile dans les réactions en chimie organique classiques d'halogénation des alcènes, par exemple. Et donc ce serait intéressant de pouvoir commencer à être capable de le retrouver et pas forcément au dernier moment de le réapprendre par cœur. Hein. Donc, là où il y a des zones de concentration, on va avoir une couleur qui va être plutôt jaune. D'accord. Si vraiment on avait une forte concentration à un petit endroit donné, on pourrait commencer à avoir du orange et du rouge. On a vu au dernier épisode que le rouge, on le voyait notamment dans une espèce chargée, où là tout le potentiel était, pour le cas d'un anion, totalement rouge. Et très bleu dans les cas d'un cation. Et ici, là, en fait, sur les bords, on va commencer à voir apparaître du bleu, en fait. Donc, ça ressemble à F2, d'accord. On voit ces bouées, là, qui entourent la densité, avec une partie verte pure au niveau de la liaison, et du jaune, mais comme, en fait, ça prend un espace assez grand, la densité est assez diluée, on n'est pas sur du orange, on est plutôt sur quelque chose de jaune. Et pile à l'opposé de la liaison, on a une petite zone bleue. Bien. Maintenant, que va-t-il se passer dans le cas de BR2? D'accord. Donc BR2, on redescend d'une ligne. Donc on va avoir quelque chose où déjà on va avoir une couche de plus. Donc on aura un petit cercle pour les 1S qu'on verra à peine. Il est vraiment très concentré près du noyau. Puis une zone de dépression, les 2S, une zone de dépression 2S de P, puis une zone de dépression et de concentration pour la couche est égale à 3. D'accord. Et enfin, on arrivera sur la couche est égale à 4. 4S, 4P. Et, dans la couche à 3, il y a même aussi des orbitales D. D'accord. Mais grosso modo, là, nous, on va avoir un Laplacien qui sera assez particulier. C'est-à-dire que ça ressemble, mais les zones de concentration, en fait, quelque part, sont, pour les doubler, là, et donc sur la ceinture, vont être la zone de concentration maximale et prédominante de toute la zone de valence. Et en fait, dans la liaison, on aura, ici, ça se voit très légèrement, mais on a une toute petite concentration, ici en plein milieu. Donc ici, on est dans le cas de BR2, donc on est déjà descendu plusieurs lignes. On est sur un espace, ça prend un peu plus de place. Il y a un certain nombre d'électrons dans plus d'espace, c'est plus diffus. Et en fait, ça aura tendance à se concentrer plus fortement. On dit que BR2 est plus malléable, plus mou. Donc le concept de dureté et de mollesse, on reviendra dessus plusieurs fois dans le cours. Et là, en fait, donc la densité électronique du BR2 est plus molle et elle aura tendance à plus se concentrer dans uniquement certaines parties. Donc on retrouve les zones de concentration, mais cette fois-ci, ça ne forme pas une enveloppe totale autour de la zone de valence. Il y a bien des électrons partout, mais quelque part, en moyenne, ils ont plutôt une concentration et des pressions plus fortes qu'une densité comme dans le cas du Cl2. Dès lors, donc là on voit qu'on a un chiffre qui est plutôt de 0,11, donc c'est plus petit que le chlore. Quand on va regarder le potentiel électrostatique, eh ben, ça va être marqué, entre guillemets, dans le sens où la zone bleue va être encore plus notable, d'accord. Et on a ici non pas du orange, parce que même si je vous dis ça se concentre, ce qui se passe c'est que c'est sur un volume qui est assez gros, donc en fait la quantité par élément de volume est une concentration qui reste quand même dans le jaune, on va dire. Très bien. Alors, comparons, parce que ça va être intéressant. On avait ici quelque chose qui englobait le fluor avec pas du tout de concentration et 0,32 de densité électronique au point critique de liaison. Pour Cl2, cette fois-ci, on avait quelque chose qui englobait toute la molécule et avec de la concentration électronique ici au milieu.
mais avec que 0,16 électrons, entre guillemets. Alors que pour Br2, on a quelque chose qui est presque similaire au F2, encore plus concentré. Cette fois-ci, il y avait une petite zone de concentration et une valeur qui était la plus faible des trois. Donc là, ce serait intéressant, effectivement, ça va être intéressant de regarder la valeur des énergies calculées expérimentalement. D'accord. Donc, je vous rappelle, ça vient de tables, tables de référence, mais la façon de calculer une énergie et le type d'information en fait thermodynamique que l'on prend, c'est-à-dire à quelle température est-ce que l'on prend les points de vibration, etc. Tout ça, j'ai pas envie de rentrer dedans. Ce que je veux dire, c'est que c'est comparable. C'est-à-dire qu'il faut prendre en fait une méthode et comparer la série. Donc nous avions vu la dernière fois, et au tout début à la première diapo, que pour N2 on avait une valeur qui était presque de 1000, de 500 pour O2 et de 157 pour F2, qui était une valeur faible pour une simple liaison. Pour Cl2, où on attend de nouveau qu'une seule liaison, c'est-à-dire que la formule développée de Cl2, Br2 et F2 est la même. Ah, il manque un doublé là. L'image en fait du BR2 est dessus. Donc là, il y a bien encore un doublé de plus, d'accord. Donc là, on avait 3 doublés, une liaison simple, pareil pour les deux autres. Et ce que l'on remarque, c'est que la force de liaison n'est pas la même. Celle du chlore est la plus forte. Elle est 2 fois plus forte que celle de F2. Et celle du brome est plus faible que Cl2, comme attendu, mais même un peu plus forte que F2. Alors ce que l'on remarque, c'est que, donc, la valeur de la quantité de densité électronique au point critique de liaison n'est pas toujours représentative de la force de la liaison. Et que l'intérêt, c'est aussi de regarder comment se place la densité électronique. Et en fait, F2 est un cas particulier. Je vais rentrer dedans. Là, on voit quoi? 0,16 et de la densité électronique qui se concentre, 0,11 et très peu de densité électronique. Donc déjà, en regardant les images, on voit et on imagine qu'effectivement, la liaison BR2 est plus facile à casser que Cl2, ce qui est le cas expérimentalement. Et ce qui est marrant, c'est que le cas de F2, qui était en fait une liaison faible, qui est expérimentalement mesurée comme très faible, a posé des questions du point de vue théorique. Alors je suis allé vous chercher justement, si vous êtes intéressé, une référence assez récente de collègues théoriciens qui ont utilisé des méthodes évoluées, sophistiquées, même différentes méthodes pour vérifier si c'était pas la méthode de calcul qui pouvait amener à une mauvaise interprétation de la liaison. Donc ils ont essayé plusieurs méthodes différentes et pour essayer de mettre fin à des controverses sur pourquoi la liaison F2 est faible. Alors, pour ceux qui ont accès, alors par contre, il faut généralement, le papier n'est pas en libre accès. C'est-à-dire que ici, vous avez le DOI, une référence, si vous faites un copier-coller de ces chiffres-là dans Google, vous retrouverez ce papier-là, qui a été publié dans le New Journal of Chemistry en 2003, donc c'est quand même assez récent, on va dire, par des collègues de l'University College of London, d'accord, donc Linnea Forslund et Nicolas Katsoyanis. Et ils se sont posé la question sur pourquoi la liaison F2 est faible. Et donc c'était une décomposition de l'énergie de liaison, c'est-à-dire en différentes contributions. Et ils ont confirmé certains points sans réellement d'ailleurs mettre fin aux controverses. Parce que ce qu'ils montrent, c'est qu'en fonction de la méthode théorique, on met en avant des contributions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et je vous rappelle, l'équation de Schrödinger, la mécanique quantique, c'est parfait. Par contre, son application dans les systèmes où il y a plusieurs électrons est impossible. C'est un problème à n corps corrélés, et donc on utilise des approximations. Et quand on utilise des approximations en méthode théorique, on peut générer donc des sources d'erreur. Et quand on est sur vraiment des calculs où on veut être très précis, la moindre petite erreur, est-ce qu'elle est due à la méthode ou est-ce qu'elle est due à une erreur expérimentale ou etc. fait que c'est pas toujours très facile d'être sûr de soi. Ce qui est remarqué et ce que l'on voit ici,
c'est que la densité électronique du fluor, elle reste près des fluors. On le voit ici, les zones de concentration sont très proches des fluors. Le fluor, en fait, comme c'est un élément assez petit et qu'il est très électronégatif, il attire à lui très près ses électrons et il n'a pas envie d'en laisser partir pour faire des liaisons. C'est-à-dire qu'en réalité, donc, il va mettre effectivement dans la zone liante, hein, je vous ai dit qu'on avait vu ça dans un épisode précédent, toute la densité, si on imagine un demi-cercle, un arc de cercle là, comme ça, toute la densité qui se trouve ici sert à la liaison F2, c'est-à-dire elle sert à l'attraction des deux noyaux ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, elle sert de glue. Toute la densité qui est de l'autre côté aura tendance à tirer ce noyau loin de l'autre et va plutôt avoir un caractère anti-liant. Donc ici, là, cette densité-là, même si elle ne va pas au milieu, elle sert à la liaison. Ça permet au fluor de participer à des liaisons tout en gardant une concentration électronique près de lui. Là, au contraire, donc, à l'inverse de Br2, le fluor est une espèce dure parce que justement, il n'a pas envie de déformer sa densité électronique. C'est comme si sa carapace était trop dure et qu'elle n'était pas malléable. On reviendra plus tard quand on fera justement la dureté et la mollesse et la théorie HSAB pour la réactivité chimique. On fera quelques épisodes là-dessus. Mais donc, là ici, on a donc on va dire une liaison chimique qui manque d'interpénétration de densité. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, comme dans le cas du chlore, que au niveau de la zone de liaison, il y a chacun qui met de la densité électronique. Donc ça, c'est un symptôme généralement d'une liaison qui peut être plus faible. Et de plus, la distance F2 est plus petite que celle de Br2 et ça fait trop d'électrons un peu au même endroit. Et donc il y a une répulsion interélectronique par rapport à l'espace disponible qui est trop grande et ils ont trouvé que c'était en fait cette répulsion électronique, interélectronique était par rapport à ce qu'on aurait pu espérer plus importante, ce qui affaiblit la liaison. Donc en fait F2, la liaison F2 est finalement faible pour plusieurs régions. Un, il ne veut pas partager sa densité électronique, pas facilement, pas beaucoup, et en plus, elle est trop proche l'une de l'autre, et même si ça compense la répulsion entre les noyaux, finalement, ça ne stabilise pas, comme on aurait pu espérer, la liaison F2. Et donc au final, on a une liaison faible. C'est une des liaisons simples les plus faibles qu'il y a. Ce qui fait d'ailleurs que le fluor a été surnommé la bête, et c'est Henri Moisson qui l'a isolé. Il en est prix Nobel au début du XXe siècle. C'était toute une histoire. C'est pas un composé qu'on étudie facilement. Parlons maintenant du potentiel électrostatique. Ce que l'on a remarqué, c'est qu'elles sont similaires, sauf qu'on voit apparaître de plus en plus la zone bleue, d'accord, à l'opposé de la liaison. Ça veut dire que dans un halogène comme Br2, il y a un delta plus ici qui commence à être assez prononcé. Et ça, c'est très important pour comprendre la réactivité des halogènes. Et notamment un composé comme, une interaction comme la liaison halogène. Alors, vous avez probablement déjà entendu parler de la liaison hydrogène. Donc, je suis allé vous ressortir l'image qui fait le parallèle entre la liaison hydrogène et la liaison halogène. On parle de liaison hydrogène quand un hydrogène ici, qui en fait se retrouve avec un delta+, va avoir tendance à être attiré ou fabriquer une liaison faible avec un donneur d'électrons. Alors ici, A, accepteur et l'entité riche en électrons, c'est embêtant. C'est-à-dire que là, ici, normalement, on aura plutôt un donneur, d'accord. Et bon, c'est pas parfait.
La notation, elle ne me convient pas entièrement, mais ce qui est important, c'est ici, par exemple, dans la molécule d'eau, on a ici, par exemple, un oxygène, et le doublet va donner une partie de la densité électronique sur l'hydrogène delta plus. Donc là, en fait, il aurait fallu intervertir plutôt A et D, on aurait pu dire. C'est-à-dire que là, il y a un accepteur qui tire la densité électronique de l'hydrogène, et là, il y a un donneur. Après, ici, on aurait pu imaginer effectivement qu'un donneur donne de la densité électronique à un hydrogène, et que cet hydrogène est delta-, et qu'il va être accepté par un accepteur. Mais ça ne marche pas avec la liaison halogène, parce qu'en fait, on va remarquer que c'est le delta plus de la liaison halogène qui va servir en fait après à alimenter un delta-. Donc là, en fait, on a et de la densité électronique qui passe, et en fait une interaction entre charges. Pour la visualiser avec le potentiel électrostatique, et en fait c'est souvent ce qui est fait maintenant, c'est-à-dire que pour comprendre cette interaction, on a ici en fait un delta plus qui va interagir avec une zone légèrement delta-, ou un autre donneur, un autre doublet d'électrons delta-. Et en fait ces delta- et ces delta plus se voient à plus longue distance que même les électrons. C'est-à-dire que en fait l'interaction électrostatique se voit à très longue distance. Donc ils auront tendance à s'attirer l'un l'autre, et on a remarqué qu'effectivement elle est très directionnelle. Alors, l'interaction entre halogènes, ou avec des halogènes et certaines espèces donneurs d'électrons, a été soupçonnée au XIXe siècle. Elle a été décrite parce qu'avec la diffraction des rayons X, quand on place les atomes, on a vu qu'il y avait ce genre d'interaction donc, au milieu des années 50, notamment dans le groupe de Hassel qui a été après prix Nobel en 1969, pas entièrement pour ça d'ailleurs. Mais la description théorique n'arrive que dans les années 90. C'est-à-dire que, notamment par les travaux de Politzer et Murray, qui vont parler du trou sigma, du sigma hole. C'est-à-dire que là, en fait, à l'opposé de la liaison sigma, il y a comme un trou de densité électronique, un déblindage, et que celui-ci, en fait, attire les excès d'électrons, toutes les zones delta-. Et ça se remarque, c'est-à-dire que d'éclore entre eux des bromes, de l'iode, parce qu'il est très mou et il a un delta plus assez prononcé, et ben ils vont tendance à attirer d'autres composés avec des doublets en forme 90 degrés, par exemple. Et c'est utilisé pour des cristaux liquides, pour l'ingénierie cristalline. Quand on veut en fait cristalliser des composés, c'est ce genre d'interaction faible. La liaison halogène, c'est presque en termes d'énergie, c'est presque comme une liaison hydrogène, donc c'est quand même assez fort. C'est plus fort qu'une simple interaction de Van der Waals ou des dipôles-dipôles, etc. Donc là ici, on a, en fait, il s'approche et il se rapproche suffisamment pour peut-être et il donne un petit peu de densité électronique. Donc il contrebalance un peu les charges avec un transfert un peu d'électrons. Et ça permet après, comme c'est une réaction à longue distance, à guider les molécules pour qu'elles se placent correctement et que tranquillement après elles se mettent en forme périodique et cristallisent. Et donc ici, déjà vous pouvez maintenant comprendre la liaison halogène. Vous pourrez voir que en fait, la liaison hydrogène peut tout à fait s'expliquer et se concevoir grâce au potentiel électrostatique, notamment pour comprendre à longue distance ce qu'il se passe. Et gardez bien en mémoire les potentiels électrostatiques des halogènes, car on en aura besoin sur des prochaines réactivités qui les mettront en jeu. Je vous remercie, j'espère que ça vous a intéressé, et on se voit très bientôt pour le prochain épisode où on va regarder les doubles et triples liaisons. Allez, à bientôt!